fait à peu près 12 millions et demi de volume d'affaires, tout confondu. Ça vous est déjà arrivé de faire fermer des endroits iconiques? Le Louvre. Le Louvre? Ouais. En entier? Non. Si, en entier. Concierge de luxe, c'est offrir du temps à des gens qui n'en ont pas. Et donc, si t'es prêt à sacrifier ton temps personnel pour créer de la valeur pour tes clients, c'est un métier de rêve pour toi. Quand le prince d'Arabie Saoudite est venu à Cannes, sur les plages d'Antibes, où il a fait fermer les plages, c'était nous. On a loué une bâtisse, il faut le transformer en palais royal en 2 mois et demi. C'est Mission Cléopâtre en fait. Et juste là, un petit géranium. C'était combien toute cette opération? Plus de 5 millions d'euros. On a une croissance cette année de 41%, il me semble. Ce que je comprends, c'est que tu as 150 clients qui ne t'apportent que 20% de ton chiffre d'affaires, mais sans leur demander toutes tes relations extraordinaires que tu consolides avec tes 22 000 partenaires. Ça arrive à rien. Ruben, bienvenue dans Combien ça gagne. Merci Clémence, je suis ravi d'être là. Ruben Abitbol, je sens qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Bah, j'espère, il est tôt. C'est vrai qu'il est tôt. Alors, c'est un métier qu'on m'a beaucoup demandé déjà dans Combien ça gagne, pour info. Bah, ça fait plaisir. Conciergerie de luxe, donc moi je comprends un peu, pas tout. Je Ok. pense qu'il y a aussi plusieurs types de conciergerie de luxe, tu vois, j'arrive même pas à dire qui Exactement. existent. Tu vas tout nous expliquer en partant du principe que je n'y connais rien, nous raconter tes chiffres, comment ça fonctionne, les enjeux de ce business, quelle est la valeur que tu apportes, et puis tout un tas de sujets comme ça. Ça Écoute, te va? avec plaisir, avec plaisir. On est très contents. Est-ce que avant, tu peux me raconter qui tu es, te présenter et raconter My Concierge? Avec plaisir. Donc en gros, je m'appelle Ruben Abitbol. J'ai 31 ans et j'ai une boîte qui s'appelle My Concierge à la base, maintenant qui s'appelle My Agency. C'est le nom du groupe. Donc pour l'instant, ça va. Donc c'est une boîte familiale qui a été créée en 2004 par mon père, mon cher père. Salut papa. Comment il s'appelle ton père? Il s'appelle Yves Abitbol. On t'embrasse, il va bien. On t'embrasse. Et donc il a créé ça en 2004. À la base, ça s'appelait My Concierge. L'idée était simple, un business model d'abonnement. Tu t'abonnes à l'année. En gros, la cible, c'est des célébrités, des personnes politiques, du top management, donc top management de grosses sociétés du CAC 40, choses comme ça, et des businessmen et women, évidemment. Donc, une fois que tu es à peu près dans ce persona-là, on a créé 3 abonnements, déjà à l'époque. Du lundi au vendredi, de 9h à 19h, donc tu peux bénéficier d'un concierge. Du lundi au dimanche, et 24-24, 7-7. Les 3 ont un tarif différent, évidemment. Et une fois que tu choisis, tu rentres et tu as accès au concept, aux capacités et aux services de My Concierge. Comment on est structuré en interne? On a une équipe qui s'occupe de la relation front, la relation client, les concierges, mes vendeurs. Et une équipe qui fait uniquement la prod. Donc à la base, c'était My Concierge. On a pas mal grandi en 20 ans. Quels sont ces services qui sont proposés dans les grandes lignes? C'est quoi les grands trucs que demandent les gens? T'as besoin d'un coursier, t'as besoin d'un taxi-moto, c'est ce genre de choses? Exactement. Ok. Ça, c'est les plus faciles. C'est ceux avec lesquels on gagne moins d'argent. Nous. La question, c'est de lundi au vendredi, de 9h à 19h, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois que tu as souscrit à cet abonnement, qui est un abonnement annuel, tu as un concierge qui t'est dédié, qui petit à petit, au fur et à mesure que la relation se développe et devient de plus en plus intense, en fait, s'occupe de toi, de ta famille, de tes enfants, tes parents, de ta maîtresse, si d'aventure il y en a une. Et donc on connaît la vie de nos clients bien mieux que... Et de ton amant, non. C'est pas pour les amants. Je voulais dire maîtresse et maître. Mais donc en fait, on est très chanceux. Et moi j'ai très peu de turnover au sein de l'équipe. Donc les gens ils restent chez My Concierge, les collaborateurs. Et du coup ça nous permet d'avoir une qualité, une linéarité de service qui est extraordinaire. Ouais, ils bossent avec leurs clients depuis super longtemps. J'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis 18 ans. Et plus. My Concierge s'est beaucoup développé et nos clients ont commencé à nous demander des choses qui ne nécessitaient pas forcément d'avoir un abonnement. Une personne qui vient nous voir et qui nous demande un mariage, one time, prestation ponctuelle, on n'a pas besoin de lui charger un abonnement à l'année pour faire bénéficier des services. Donc on a commencé à se verticaliser en métier, pouvoir répondre à beaucoup de demandes. On en avait marre également d'utiliser constamment des prestataires externes pour 2 raisons. Évidemment, la première que vous avez tous en tête, c'est gagner plus d'argent et internaliser la marge en fait. Tu marges plus. Oui. Voilà, mais surtout en termes de linéarité de service. Tu veux dire offrir une qualité qui est... En fait, maîtriser l'intégralité de la qualité de ce que tu proposes. Exactement. Oui. Notamment, il y a des clients qui avaient des enjeux immobiliers. L'immobilier, c'est devenu assez vite un enjeu. On les envoyait chez Barnes et chez Féo pendant très très longtemps. Des enjeux immobiliers, ça veut dire ils voulaient acheter un appart, ils avaient besoin de se loger dans X ville et trouver une loc. Par exemple, je cherche à Paris, il y a ma nièce qui arrive pendant 6 mois, il lui faut un appart. Je veux vendre mon appartement. Est-ce que vous connaissez un bon agent immobilier? Il demande à son concierge s'occupe de tout. Et en France, l'immobilier, c'est une profession réglementée. Donc, on a dû créer une société à part et on a créé rapidement My Property, qui est devenue la Real Estate Division de My Concierge. Ensuite, c'est posé la question pareil pour l'event.
Donc on a créé MyEvent assez rapidement. Ça, c'est par exemple les mariages dont tu parlais. Par exemple, les mariages, des bar mitzvahs, on a fait des séminaires, des activations pour des marques. Voilà. MyConcierge, c'est du B2C. Ouais. MyEvent, c'est B2C, B2B. On a créé un pôle qui s'appelle MyCorporate, et là, qui est du B2B. MyCorporate, c'est la conciergerie en marque blanche. Je vais continuer toutes les marques, et après, on va revenir... Là, on a fait MyCorporate, MyProperty, MyConcierge. Il nous en reste 3. Il reste MyDMC. MyDMC, c'est une industrie, le DMC, c'est Destination Management Company, qui bosse avec des agences dans le monde entier. Et son rôle, c'est de connaître son marché local parfaitement, de pouvoir ouvrir des portes que si toi, tu vas tout seul ou si tu fais appel à une agence locale random, tu pourras pas. Donc aujourd'hui, on est capable de faire des trucs avec MyDMC que je n'étais pas capable de faire avant. Parce que moi, mon métier de concierge, 80% de ma clientèle, elle est française. 70%. Elle est française. Je les envoie dans le monde entier. Les mecs, ils me demandent peut-être une fois par an d'aller en Bourgogne, d'aller à Deauville, d'aller à Cannes. Mais en fait, je les envoie dans le monde entier. Ouais. Donc d'être un spécialiste professionnel du marché local, c'était pas trop mon métier avant. Donc on a créé MyDMC. Donc là, ça fait MyConcierge, MyEvent, MyProperty, MyDMC. On transportait beaucoup de gens aussi. À l'aéroport, on avait beaucoup de demandes de... Je le devine. MyDriver. Bravo. Donc là, entité de chauffeur privé. Voilà, on a 15 véhicules en chauffeur privé. Donc, MyConcierge était le business initial. Pour ne pas casser ce business initial qui était un business model d'abonnement, on a créé plusieurs marques. Donc, on s'est verticalisé en métier. Elles sont toutes assez self-explanatory, comme on dit. MyEvent, MyDriver, MyCorporate, MyDMC et MyProperty, l'agence immobilière. Aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur une partie de ces entités. Ce que les gens veulent entendre. Voilà, qui sont donc tout ce qui concerne la conciergerie. C'est donc MyConcierge. Et on va évoquer peut-être le modèle économique d'une ou deux autres, MyCorporate et, oui, avec plaisir. Et les concierges indépendants, tu vas nous expliquer. Oui, avec plaisir. Sur toutes ces 6 entités du groupe. Quel est le pourcentage de la partie conciergerie, juste pour comprendre ? Je dirais 75%. 75%. Donc c'est le moteur. C'est vraiment le moteur. C'est le moteur ce qui finance potentiellement les développements des autres entités. Exactement. On est quasiment. Enfin là, on n'est pas loin d'autofinancement sur toutes les verticales. MyConcierge, vous êtes indépendant 100%. C'est une boîte familiale à 100% indépendante. Il n'y a plus personne au capital. On est seulement la holding familiale pour être honnête. Très clair. Donc voilà. Donc la conciergerie aujourd'hui. Donc en gros, c'est compliqué de vous parler par division et par marque pour la simple et bonne raison que légalement, en fait, c'est la même entité. On a juste créé des marques différentes, mais il n'y a pas de bilan différent. Pour vous dire, on fait à peu près 12,5 millions de volume d'affaires, tout confondu. Le volume d'affaires n'est pas le chiffre d'affaires dans notre métier. Faire attention. Notamment parce que là-dedans, on a l'agence immobilière. Non, il n'y a pas l'IMO. Il n'y a pas l'IMO, il n'y a pas le driver. Il n'y a pas l'IMO, il n'y a pas le driver parce que l'IMO, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une profession réglementée et donc ça obligé d'être une boîte à part. Et pareil pour le chauffeur privé. Pareil pour le chauffeur privé, c'est une profession réglementée également. Donc 12 millions de volume d'affaires. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, la différence avec le chiffre d'affaires du coup ? Oui. Dans notre métier, quand mes clients me demandent de voyager, c'est souvent moi qui avance tous les frais. Qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un BFR assez conséquent et surtout à la hauteur des demandes de mes clients mois par mois. Donc en fait, lorsqu'on a un client qui part pour 100 000 € à Courchevel pour la semaine, c'est moi qui paye l'hôtel et quasiment tous les extras. Donc c'est moi qui avance tout pour mes clients. Donc ton volume d'affaires de 12 millions d'euros qui n'est pas ton chiffre d'affaires parce que tu avances tous les frais de tes clients. Voilà. Ce qu'on appelle en comptabilité le négoce. Et donc le négoce, imagine que j'achète pour 10 millions, moi je vais revendre pour 11 millions, d'accord ? Mon chiffre d'affaires, c'est 1 million, en fait. Là, tout ça, c'est le volume d'affaires. Et c'est quoi ? Tu marges sur quoi, en fait Alors, dans notre business, notre proposition de valeur, c'est qu'on ne marge quasiment jamais sur le client. 95% des cas, nous, on est rémunéré par le partenaire. Donc, si toi, tu me demandes d'aller à Courchevel pour les fêtes, là... Je te demande d'aller à Courchevel. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, je te mets en relation avec un de mes concierges. Et on va créer un itinéraire, on va créer de la demande de billets de train ou d'avion jusqu'à l'hôtel, jusqu'à l'activité là-bas. On va s'occuper de tout et on va pas marger sur toi. On va demander 10, 15, 20% de rétrocommission aux partenaires. Ça, c'est ce qu'on appelle la commission. Donc ça, c'est du chiffre d'affaires. Ça, c'est de la marge brute. Donc ça veut dire que les partenaires, comme les hôtels, potentiellement les compagnies aériennes ou de train... Alors, compagnie aérienne, c'est compliqué parce qu'il y a zéro. On gagne pas d'argent, c'est même un centre de coût en fait pour nous malheureusement. Mais un hôtel... Mais mettons que les hôtels, ils vous rémunèrent parce que vous leur apportez des clients. C'est ça en fait. Bien sûr, on a une relation un peu particulière parce que, pour vous dire, l'abonnement, c'est seulement 20% de mon chiffre d'affaires. D'accord. Donc, attends, j'essaye juste de paraphraser pour voir si j'ai compris. Ouais. Je suis client. Il y a différentes typologies d'abonnements que tu vas m'expliquer. Abonnements annuels qui vont entre 8 et 25 000 €, on va dire, par an, c'est ça ? Entre 2 500 et 8 000. Pardon, 2 500 et 8 000 quoi, par mois ?
par an. Là, les chiffres que tu as, c'est le montant en euros Ah oui, ok. des Pardon. abonnements. Alors, j'ai un certain type d'abonnement qui va entre 2500 et 8000 euros par an. En plus de cet abonnement, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas gérer mon voyage pour moi dans son intégralité, d'accord ? Toi, tu vas pas seulement gagner de l'argent sur cet abonnement, tu vas également gagner de l'argent parce que, mettons, je veux aller dans un hôtel de luxe qui est X. Ça va me coûter 50 000 euros la semaine. Exactement. Toi, ce que tu vas facturer finalement à l'hôtel, c'est pas 50 000 euros, c'est 50 000 euros Alors, plus. c'est d'abord l'hôtel qui va me facturer, parce que c'est moi qui Bien paye pour sûr, mon client. oui, oui, oui. Et une fois que la prestation réalisée, j'enverrai une facture du montant de la commission, donc entre 10 et 15%. Si tu as pris une suite, c'est plutôt 15%. Si Ok. tu as pris une chambre standard, c'est plutôt 10%. Ouais. Et j'enverrai du coup soit une facture de 5 000 euros ou de 7 500 euros, dépendamment de... Donc l'hôtel, au lieu d'avoir vendu sa semaine 50 000 euros, il va vendre sa semaine 50 000 euros moins 10 à 25%. Exactement. quoi, 15%. Et donc, on a un métier un peu particulier où en fait... Assez compliqué en termes de modèle économique. hein. T'as vu, c'est marrant. Hein. Ouais. Pourquoi ? Parce que mes clients, en fait, c'est pas vraiment mes clients. Étant donné que maintenant que je vous ai dit que seulement 20% de mon chiffre d'affaires émanait des abonnements, 80% vient des partenaires. Et du coup, mes clients, c'est mes Ce partenaires. sont tes partenaires, En vrai. bien sûr. Mais qu'est-ce que je suis pour mes clients, pour mes partenaires ? Je suis leur force commerciale. Donc en fait, moi, c'est moi qui vends leurs produits. C'est moi qui pousse leurs produits. Donc on a une relation très particulière où déjà on est très très proches. Donc pour les gros groupes, pour vous dire, voilà, hier soir, on était invité par Accor, par Orient Express pour être tout à fait exact, pour la sortie du bateau de Orient Express qui a été mis à l'eau ce week-end, au musée des arts décoratifs, un dîner assis, tout ça. On est très très proches de nos partenaires. Et c'est eux qui nous font gagner notre vie. Et nous, on leur fait gagner alors. Tes partenaires, ce sont pour une immense majorité des hôtels, en l'occurrence. Oui. Donc eux sont responsables de 80% de ton chiffre d'affaires. Le voyage aujourd'hui, c'est ce qui correspond à ma plus grosse marge. Donc, quand on me demande des beaux voyages, c'est là où je sais que je vais gagner de l'argent. Ce qui est cool, c'est que je ne marche jamais sur le client. La proposition de valeur de MyConcierge, c'est une fois que tu t'abonnes, à part si tu me demandes d'aller te chercher un iPhone, quoique même maintenant on a réussi à avoir 5% de rétrocommission chez Apple, on va jamais marger sur toi. Donc le prix que tu vas trouver en ligne, c'est le prix que tu vas avoir toi, chez tu vas nous. payer, oui. Enfin, que toi, tu vas leur faire payer. Si on a des arrangements, tu vas même payer moins cher. Mais nous, on te garantit quoi ? On te garantit un niveau de service déjà. On va gérer tout ton voyage. Comme une agence de voyage, un truc sans couture. Voilà. Et en plus de ça, vu qu'on fait du volume d'affaires et beaucoup de volume d'affaires pour les hôteliers, on a négocié ce qu'on appelle dans le milieu des amenities pour nos clients. Quand tu passes chez moi et que tu es client MyConcierge et qu'on t'envoie en voyage, dans quasiment tous les hôtels 5 étoiles du monde, tu as upgrade garantie. Donc tu as pris une chambre standard, tu passes au-dessus, tu as pris la première suite, tu passes à la suite présidentielle. Tu as early check-in, late check-out. Nos clients adorent parce que si ton avion arrive à 6h, tu ne dois pas attendre 15h que la chambre soit prête. Tu arrives à 6h, à 8h, tu es dans ta chambre. Late check-out, encore mieux. Quand ton avion est à 23h, tu restes dans ta chambre sans frais supplémentaires. Et après, on a des choses un peu moins. Plein de petits trucs. 100 euros de crédit, par exemple, à dépenser où tu veux dans l'hôtel. 30 minutes de plus au spa. Donc, tu prends un truc de 1 heure, tu as 1 heure. Ouais, c'est le principe. Pour en le même fait, prix. tu as des services supplémentaires pour le même prix parce que vous avez des relations très privilégiées avec C'est ce les qu'on hôtels. négocie la avec nos valeur partenaires. que vous apportez. J'ai plein de questions par rapport à ça. J'aimerais juste qu'on finisse notre calcul sur le volume d'affaires. Ouais. On a 12 millions de volume d'affaires. Oui. Finalement, toi, sur les 12 millions, ton chiffre d'affaires là-dessus, Alors, finalement, il est de... On va le décomposer. Donc, il est de 1 million, 2 12 millions. millions, c'est le volume total. J'ai 10 millions d'achats, à peu près. Ouais. Donc ça, c'est de la marge qu'on appelle la marge de négoce. Ouais. Donc ce que j'ai acheté, puis revendu plus cher. Donc, toi, ton chiffre d'affaires, il est de 2 millions. Il est de 2 millions. À ça s'ajoute le montant des abonnements et le montant des rétrocommissions. Ça, c'est aussi hors négoce. Quand je te dis donc que le négoce, c'est les rétrocommissions d'hôtel, en gros, Non. si je simplifie. Les rétrocommissions d'hôtel, c'est commission. C'est ce qui est écrit en commission. Quand j'envoie une facture à l'hôtelier, ça rentre en commission. Et le négoce, c'est quand j'ai acheté moins cher et vendu plus cher. Quand j'ai acheté net de com. Par exemple, parfois, j'envoie pas des factures à l'hôtel. Parfois, l'hôtel me dit, reprenons l'exemple de Megève, du ski, de Courchevel, je sais plus. Courchevel, il me dit, non, mais t'embête pas, je te le vends à 45 000. Toi, vends-le directement 50 000 au client. Donc tu marches sur le client. Je marche sur le client, mais il m'a pas vendu 50 000 et j'ai fait à 55. Je me suis déjà au préalable arrangé avec l'hôtelier. Donc ça, il n'a pas payé plus cher. Ah oui, donc ça c'est vraiment, c'est comme son nom l'indique, de la négo. C'est de la négo. Et comptablement parlant, ça s'appelle du négoce.
Donc, tu as les rétro-commissions qui est Facture envoyée. j'ai vendu la chambre 50 000, c'était le prix que l'hôtel m'a facturé la chambre, que j'ai refacturé à mon client 50 000. Sauf qu'en plus de ça, l'hôtel te paye pour lui avoir vendu une chambre. Exactement. Donc 10% de 50 000, ok. Ça, c'est les commissions. Le négoce, c'est que tu as vendu la chambre 50 000 à ton client, mais l'hôtel te dit attends, moi je te fais une réduc pour toi, c'est 45 000. Dans ces cas-là, il te donne une commission ou non? Bah non, il me l'a donné c'est déjà. l'un ou l'autre. C'est ce qui s'appelle, il me l'a fait payer net de commission. Ok, donc en fait, c'est finalement, on appelle deux choses différentes, deux choses qui sont la même chose. C'est juste que comptablement, commission, négoce, Voilà. c'est toi ce que tu récupères sur le fait d'avoir La différence. vendu tel hôtel à ton client. Exactement. Dans la négoce, il y a quand même 2-3 autres trucs, notamment tout ce qui est ticketing, concert et tout ça. Quand j'achète 200 billets pour Taylor Swift, T'as je les une achète pas au même prix. remise, oui, mais Donc je les vends plus cher. c'est un peu pareil que si c'était une Ligue des rétro-com, Champions. si on Oui, simplifie. c'est un peu pareil. Parfois, je marge un peu plus quand la demande est. Enfin, je suis pas complètement con non plus. C'est-à-dire que En fait, quand le la demande négoce est peut aller très jusqu'à 20%, quoi. ouais, même plus sur des petits trucs, on peut faire des marges énormes, notamment les billets de la finale de la Ligue des Champions. Nous, on a 10 abonnements au Parc des Princes pour nos clients. On a eu donc beaucoup de billets pour la finale. 2 semaines avant, on a vendu des billets à 7-8 000 euros. Quoi. Ouais, Tu bien vois. sûr. Ok. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est le négoce, tu vois. Ok, donc négoce, commission. Et abonnement. Je voudrais juste que tu m'expliques les abonnements après, enfin juste en termes de Ouais. chiffre d'affaires, mais négoce, commission, combien on gagne en chiffre d'affaires là-dessus? Négoce plus commission. Ouais. On gagne 2 millions en négoce et à peu près 400 000 en commission. Donc je suis à 2,3 millions Ouais. sur cette partie négoce, commission. Et ensuite les abonnements. On est à peu près à 540 000 euros d'abonnement. 540 000 euros d'abonnement. Et ça correspond à combien d'abonnements, juste pour comprendre? Alors, Environ. aujourd'hui en B2C, on a à peu près 400 clients. On parle donc de 75% d'entre eux sont français. De ces 75, la grande majorité sont parisiens. Ouais. C'est quand même un service qui est très urbain comme service. Ensuite, on a une cinquantaine de clients qui commencent à émaner des États-Unis. On a beaucoup mis l'accent sur ça, notamment avec un de nos concierges qui a décidé de développer un peu la côte est de son portefeuille de son côté. Enfin, de son côté. C'est lui qui a décidé unilatéralement de commencer à avoir de nouveaux clients là-bas. Et ensuite, c'est un peu plus éparse. On a des clients qui se baladent Un peu à droite à gauche. peu à droite ok. à gauche. Donc environ 400 clients Ouais. pour 500 000 euros d'abonnement par an, c'est ça? Ouais. Donc là, je suis à quasiment 3 millions de chiffre d'affaires, 2,8 millions. de marge brute, en fait. Là, Oui. c'est vraiment la marge brute. Voilà, Et c'est c'est et en fait, c'est notre chiffre d'affaires. Donc Dans c'est notre c'est ton chiffre d'affaires, mais en fait, comme en effet, tes charges variables, c'est finalement ce que tu enlèves de ton volume d'affaires, quoi. Exactement. On a des charges sur ces 2,8 millions de chiffre d'affaires qui correspond à une marge brute, ok. On a quand même tout un tas de charges fixes. Je vais te dire des trucs, tu vas me les compléter, me les corriger. Tous les salaires, et ça j'ai plein de questions là-dessus, sur qui est en interne, qui est en indépendant. Des bureaux, j'imagine. Et puis ensuite, tous les frais de fonctionnement, notamment les assurances, les machins, et puis les frais de structure, voilà. Tout ça, moi alors je vais peut-être te laisser me raconter un peu, notamment sur les salaires. Combien de personnes vous avez? Parce que moi là, de ce que j'entends depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un espèce de truc énorme Non. avec tout un tas de... J'aimerais bien, non. Non mais tu vois ce que je veux dire, Ouais. pour délivrer à si grande échelle avec autant de partenaires, je sais pas, ça me paraît immense. Eh ben, écoute, on est quand même une boîte familiale, donc on est une PME. Hein. Donc on est 32 personnes, ce qui correspond à la fin de l'année à peu près avec je dirais 1 400 000, je crois que c'est 1 477 000 euros. Les 32, ils vous coûtent 1,4 million. Ouais. Ok. Ça, c'est les salaires de tout le monde. Ça, c'est le salaire de tout le monde. C'est quoi les différents types de postes que vous avez sur les 32, Alors, juste dans les grandes lignes? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, j'ai 8 concierges. Donc ça, c'est eux qui gèrent les 400 clients. Ouais. C'est beaucoup. Alors, dans les 400 clients, en B2C, j'ai que 150 clients B2C. D'accord? Les 250 autres, c'est du B2B, c'est les abonnements B2B, donc c'est tout les... C'est la marque blanche. C'est en l'occurrence la marque blanche. Donc tous les vendeurs qui ont accès à la plateforme, qui nous demandent des choses, on les considère dans notre métier comme des clients parce qu'ils payent aussi un abonnement, tout ça. Mais en B2C, il y a à peu près 150 clients, un peu plus de 150 clients. Ok. Comment on est structuré en interne? C'est 8 concierges avec 8 binômes en production. Chaque concierge a son binôme, ils travaillent ensemble depuis très longtemps, d'accord? Et le concierge parle en direct avec le client et le binôme avec les partenaires. Donc ça, il y avait 16 personnes déjà, juste sur la partie My Concierge. Celui qui parle avec les partenaires, Oui. Finalement, c'est presque lui le vendeur le plus important. Oui. Parce que lui Alors, a beaucoup plus d'interlocuteurs. Oui. On n'a pas des partenaires, vous en avez combien? Enfin, dans les méga grandes lignes, des on milliers. a 22 000 partenaires Oui, à peu c'est près ça. dans le monde entier. Donc en fait, il y en a 8 qui... Enfin, il y en a 8 qui gèrent les 150 clients B2C. Ouais.
Mais finalement, t'en as 8 autres qui vont gérer les 22 000 partenariats. J'imagine que dans ces 22 000, un petit pourcentage sont très stratégiques. Bien sûr, très stratégique, mais dans les deux cas. C'est-à-dire que nous, on devient aussi très stratégique pour eux. Donc en fait, la relation, Bien sûr, elle est très saine. Et, le rapport de force est assez équilibré, quoi, si je exactement, caricature. exactement. Tout à fait. Donc encore une fois, voilà. Il faut savoir qu'à peu près, chaque concierge a à peu près entre 20 et 40 clients, dépendamment des concierges, quoi. Ok. À peu près, tu vois. Après, dans le B2C, j'imagine qu'il y a des clients qui sont dormants, pas mal, non? Alors, il fut un temps où on appelait des clients actifs et des clients non actifs. Ouais. Pas passifs, mais non actifs. Et du coup, maintenant, non, en fait, on arrive à avoir une relation qui est tellement proche de nos clients que pour nous, s'il n'y a pas d'usage, si le mec paye un abonnement, c'est qu'on n'a pas réussi à créer de valeur et qu'en fait ça sert à rien. Et pour lui et pour nous, je le vire pas, mais on a une discussion à la fin de l'année, on veut comprendre pourquoi. Tu vois, l'idée c'est vraiment d'essayer de. Encore une fois, moi je gagne pas d'argent avec l'abonnement, donc il faut qu'il y ait de l'usage pour que je puisse gagner de l'argent. Il faut que le mec voyage, il faut que le mec me demande des trucs absolument incroyables, il faut que le mec aille au resto. Oui, donc presque toi, il te sert à rien. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Ça ne sert à rien et ça ne sert à rien dans. Après, ça te sert à deux rien, dimensions mais tu peux aussi différentes. dire que c'est entre guillemets de l'argent gratuit parce qu'il te demande rien, mais bon, il paye, quoi. Oui, mais si tu veux, en moyenne, c'est 4 500 euros. C'est la brebis galeuse de ton modèle économique. Ouais. Si tu veux, 4 500 euros en moyenne, mon abonnement, c'est en moyenne 4 500 balles. Si on prend, pas trop les 3 abonnements, ça sert à rien. Et il y a deux dimensions au fait que ça sert à rien. Oui, ça te coûte du frais de structure finalement pour pas grand chose aussi, quoi. Ouais, non, mais c'est que lui, il voit pas la valeur. Donc lui, il devient pas ambassadeur de My Concierge vu qu'il l'utilise pas, il voit pas la valeur. Oui, ça ternit l'image de. Ça n'a pas de sens. Donc, on a 8 personnes qui s'occupent de My Concierge, de faire tourner My Concierge. Ensuite, j'ai beaucoup de fonctions support. J'ai 2 personnes en admin et comptabilité. J'ai 3 personnes en communication et marketing. J'ai 3 développeurs parce qu'on a créé une infrastructure, on a décidé de créer notre propre ERP il y a quasiment 20 ans déjà, donc on ne pouvait pas juste faire... ERP, c'est ton logiciel de clientèle, c'est comme un CRM en gros. Ensuite, j'ai toute une équipe de My Corporate, donc avec une Head of My Corporate qui a une équipe de production et qui dispatche le travail de tous les 30 contrats corpo qu'on a. J'ai la Head My Event, la Head My DMC, et voilà. 1,4 million, ça veut dire qu'il reste 1,4 million dans notre petit calcul. Qu'est-ce qu'on n'a pas compté? On n'a pas compté les charges fixes. Oui, c'est ça. Mais alors là-dedans, on a du loyer. Du loyer, évidemment. Qui est important. Vous avez des bureaux à Paris, j'imagine? Oui, on est à 58 avenue d'Iéna. On a des très beaux locaux, 600 mètres carrés. 600 mètres carrés qui doivent donc coûter... qui coûtent à peu près 200 000 euros par an. 200 000 euros par an, d'accord. Donc là, il nous reste 1,2 million. 188 000 pour être exact, il me semble. D'accord. Bon, il nous reste 1,2 million. Ouais. Et puis ensuite, frais de structure, j'imagine. On a de l'internet, de l'électricité, on a pas mal d'assurance. Il y a 200 000 euros qu'on enlève dans frais de structure avec les logiciels, la com, les assurances. Exactement. Un peu plus, 250, je dirais. 250 Ouais. Donc il reste un peu moins d'1 million en marge opérationnelle. Exactement. On est plus aux alentours de 700 000. Donc on a 1,4 million qui est pour toute la masse salariale. On a 200 000 qui est pour les bureaux. En plus, j'imagine que tu dois quand même parfois recevoir des gens, surtout dans tes partenaires, en fait. Donc c'est super important d'avoir des beaux bureaux. Ils viennent nous voir quasiment tous les jours. Il y a toujours de bonnes... Donc 200 000, il reste 1,2 million. Et puis ensuite, là-dedans, on a quand même tout un tas de frais de structure, d'assurance, de frais de communication, l'image de marque, etc., qui sont des choses assez importantes dans le luxe. Ça, j'ai pas trop de coûts externes. On a internalisé les développeurs aussi, donc pas trop de coûts externes. Le plus gros, c'est les coûts fixes liés à l'opérationnel, donc les bureaux, Internet, l'électricité, et la masse salariale qui est énorme, quoi. À la fin, il te reste entre 700 et 800 000 euros de marge opérationnelle. EBITDA, donc. C'est beau sur un volume d'affaires sur un chiffre d'affaires qui est finalement de 3 millions quand on regarde ton chiffre d'affaires. C'est une très très belle marge. Là-dessus, tu payes 30%, peut-être un peu plus d'IS, un peu sur les sociétés. Alors, pour être tout à fait honnête, ça n'a pas toujours été le cas. On a une croissance cette année de un peu plus de 40%. Oui, c'est ce que j'allais dire, 41%, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors, on a mieux acheté, mieux vendu, mieux négocié nos partenariats.
On a demandé de meilleures commissions, vu qu'on fait de meilleurs volumes. Donc on a un rapport de force qui s'est un peu inversé aussi. Enfin, qui s'est pas inversé, mais en tout cas qui s'est, avec nos partenaires, je veux dire, quand on avait 10, on a 12. Mais sur ce genre de volume-là, ça fait du sens. On a eu plus de clients. Donc c'est des deux côtés en fait. Toi finalement tu as deux typologies de clients, on a compris, tes partenaires et les clients B2C. Ce qui est intéressant, alors je finis juste le calcul. Donc dans notre calcul, on a donc il te reste 500 000 euros de résultats net après impôt quoi. Ouais. Qu'est-ce que toi là-dedans, ton salaire il a déjà été compté? Oui, bien sûr. Toi de toute façon t'es dans la holding familiale, donc tu dois charger, tu dois te payer un salaire tous les mois. Ouais. Enfin, oui, pas exactement, mais oui. Oui, ok. Oui, toi, tu factures à la holding familiale, exactement. j'imagine. Okay. Ouais. Les 500 000 euros, juste qu'est-ce que vous faites? Vous les réinvestissez? Oui, on a. Vous les gardez ça fait 8 ans que mon père n'a pas pris de dividendes. En fait, ils vous servent de ce fameux BFR, exactement. Au cas où vous avez un très très gros truc à avancer, c'est ça? Exactement. On le garde dans la boîte. L'idée, c'est quand même d'avoir un projet de construction, si je puis dire, même industriel du métier. Donc l'idée de cette boîte aussi familiale, c'est quand même de devenir un peu sexy pour des investisseurs qui souhaiteraient acheter une boîte comme la nôtre ou même investir au capital. Ce qui est assez rigolo de ce que je comprends, c'est que finalement, tu as 150 clients qui font tourner tout ton modèle économique. Exactement. Parce que oui, ces 150 clients en fixe ne t'apportent que 20% de ton chiffre d'affaires, mais sans leur demande à eux et leurs besoins ponctuels de voyage, d'expérience, d'événements, de machin, toutes tes relations extraordinaires que tu consolides avec tes 22 000 partenaires, elles serviraient à rien. Exactement. Et donc c'est ça qui est assez fou, c'est-à-dire que finalement toutes les fluctuations de cash, si je puis dire, reposent sur 150 clients. C'est assez dingue en vrai, parce que 150 clients finalement sont à l'origine de, tu m'as dit quoi, 12 millions de volume d'affaires. Ouais. Là je vais avoir tellement besoin que tu me racontes certaines des demandes les plus what the fuck que vous avez reçues. En demande folle, on a fait fermer le pont de Brooklyn pour une demande en mariage. Arrête. C'est un énorme pont. C'est un gros pont, et en fait on a fait fermer tout le pont, on a fait fermer un truc juste pour la demande en mariage. Incroyable. Et en fait, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que le mec est parti. Comment t'arrives à faire ça? Attends, il faut que je t'explique vraiment comment ça s'est passé surtout. C'est que le mec est parti en voyage avec une femme, et au bout de 24 heures, il appelle son concierge en disant en fait c'est la femme de ma vie, je la demande en mariage demain. Donc c'était pas du tout prévu. Non, et donc en 24 heures, on a dû lui préparer de quoi, enfin qu'il aille acheter une bague dans un endroit sans qu'elle crame, qu'on boucle le café, qu'on organise tout ça, et donc on a fait tout ça en 24 heures. C'était pas du tout prévu. C'est excellent. Donc, pétales de rose sur le pont. Ouais. Excellent. Et donc là, tu dois trouver des gars qui sont aux US, qui peuvent opérer pour toi localement, qui vont te négocier les autorisations, payer. Ouais, en fait, il y a des mecs qui sont spécialisés pour ça. On a eu la chance, c'est que le mec était à New York et pas à Kigali, quoi. Ouais. C'est pas faux. Ouais. Là, ça aurait été plus compliqué potentiellement. Ouais, Est-ce que là, t'aurais dû ça t'est déjà arrivé de devoir faire venir un de tes conseillers, enfin un de tes producteurs? Bien sûr, ça nous arrive régulièrement. Okay. Parfois, on est obligé de suivre, sur les gros groupes, on est obligé de suivre, on est obligé de partir avec eux. Il y a des moments, évidemment. Et une dont on est fier. Alors là, celle-là, on est fier. Elle était il y a pas si longtemps. Il y a un client qui nous a demandé de ramener le fameux fraisier d'Éric Fréchon, un gâteau pour 20 personnes qui est très gros, qui est très beau. Qui doit coûter déjà très cher lui tout seul. Oui, il coûte cher, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'il voulait dans 48 heures à Moscou et qu'il nous a dit je vous envoie mon avion. Et qu'on a dit non, c'est pas dans notre ADN de faire envoyer un fraisier dans un avion privé à Moscou. On va trouver une solution. Je sais que tu rigoles. Autrement. Ouais, je sais que tu rigoles, mais c'est vrai, c'est pas dans notre ADN. Donc on lui a dit il en est hors de question, soit on le fera pas, soit on va trouver une solution. Et donc on a réussi à trouver une solution d'un transporteur. Une place en business pour le fraisier? Non, en fait, on avait le frère d'un de nos clients qui était capitaine de bord, donc pilote dans un avion qui partait le lendemain matin à Moscou. Oh, wow. Et qui a gentiment pris le gâteau avec lui dans le cockpit. Donc c'est... Putain, le gâteau qui vit sa meilleure vie dans le cockpit de l'avion. Ouais. Place de choix pour le gâteau. C'est un métier de la négo, de la débrouille. Oui, forcément. Tu dois rendre possible l'impossible un peu. C'est pour ça qu'on a structuré notre activité interne, je veux dire, de telle sorte, c'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment deux métiers différents dans la conciergerie. Il y a le front, donc il y a mon concierge, le concierge qui doit avoir une relation extraordinaire avec son client, qui doit le connaître, qui doit avoir vraiment une qualité, une intelligence émotionnelle qui est vraiment hors norme, du sang-froid, beaucoup de patience, parce que nos clients, on les adore tous, mais ils sont tous très différents, et il y en a qui sont très impulsifs, exigeants, évidemment, mais ça c'est la moindre des choses, mais bon, très, très différents, disons. Ce qu'on appelle le prod, qui est un producteur, en fait, c'est le vrai nom, qui lui
doit être plus un sales B2B, aller se bagarrer pour la commission, essayer d'organiser le meilleur itinéraire, de parler de la meilleure façon aux partenaires pour qu'ils comprennent que quand nos clients viennent chez eux, ils sont différents des autres clients. Bien sûr. Donc c'est ces deux métiers qui sont très différents. Et je les félicite tous parce que pour tout le travail qu'ils font, ils sont exceptionnels. Et je suis assez fier parce qu'il y en a très peu qui partent en interne, mais Ça, surtout on a très peu de churn de clients également. C'est vrai. Et turnover, non, on a un peu plus de 2,5% d'attrition par an. Attrition, c'est les clients qui partent, c'est ça? Ouais. Oui, okay. C'est le churn en français. Et donc on a très peu de churn parce que on est tellement dans leur vie à ces clients-là, on connaît tellement toute leur vie que même quand parfois ça se passe pas bien, parce qu'on fait pas tout parfaitement et c'est absolument normal, c'est très difficile de nous sortir de sa vie parce que comment il va retrouver une autre relation, une relation comme celle-ci avec un autre concierge aussi rapidement, ça va être très long. En fait, c'est un assistant. Est-ce qu'il y en a certains, ceux qui ont l'abonnement 24/7, en fait, ils utilisent My Concierge comme leur assistant personnel? Bien sûr, un assistant personnel de voyage et de lifestyle. C'est ça. Oui, donc c'est pas quotidien, vas-y, prends-moi ce rendez-vous. Non, par contre, on travaille énormément avec les assistants, j'imagine. Des gens, parce que c'est un travail qui est quand même un service qui est très triangulaire en fait, comme proposition. Parce que si on évince la secrétaire, c'est pas bon, pour des raisons d'ego, pour des raisons plein de choses, de même elle pour se sentir valorisée. Donc on est obligé de travailler à trois, entre le client, la personal assistant et nous. Surtout que la secrétaire, c'est elle qui va, une fois que la demande est posée, c'est elle qui va finalement répondre à toutes les questions subsidiaires que vous pourriez avoir pour remplir la mission. Par exemple. Parfois, elle a le brief. Elle a le brief du client et on parle avec celle qui demande. Ouais. Une question que je me pose, juste pour revenir un tout petit peu sur les partenaires et les hôtels. À quel point eux, si on va juste 2 secondes sur le modèle économique des hôtels. Donc là, on se parle des grandes chaînes d'hôtels de luxe. Enfin, moi, c'est ce que j'imagine dans ma tête parce que j'imagine que c'est le gros aussi de finalement des partenariats stratégiques que vous avez. À quel point leur activité à eux repose sur vous. C'est-à-dire que quand tu n'es pas dans ce milieu, tu ne te rends pas compte à quel point finalement les hôtels, une grosse partie des chambres qu'ils vont vendre ne va pas être vendue en B2C, mais va être vendue en B2B par des agences de voyage, par des conciergeries de luxe. Donc à quel point les conciergeries de luxe dans le monde sont très très importants pour eux en termes de... C'est une question, malheureusement, je pourrais pas parler de volume parce que je peux pas parler pour toutes les agences. Sûr, je sais, je vais essayer de te l'imager, l'importance qu'on a pour eux. Déjà, ils dépensent énormément d'argent en événementiel pour nous montrer des choses en avance. Ils nous envoient aux 4 coins du monde. Donc moi, je fais ce qu'on appelle dans le milieu des femme trips, c'est pour ça que je voyage beaucoup, c'est que je vais visiter les nouveaux hôtels ou ceux que j'ai pas encore visités. Quand je peux pas, c'est mes collaborateurs qui y vont. Donc toute ma team, moi, a la chance d'aller, ça fait partie des avantages de travailler chez My Agency. Ils vont dans le monde entier faire des safaris au Japon, ils vont partout pour visiter les hôtels et ça coûte de l'argent à l'hôtelier. Donc pour te dire, déjà, ils nous invitent partout dans le monde. Donc ça, vous ne vendez jamais un hôtel que vous n'avez pas testé? Si, ça nous arrive, mais quand on connaît la marque. Un petit producteur de raisins en Napa Valley qu'on n'a pas vu et que on va pas le faire. Sauf si on a des bonnes références. Mais en général, si c'est un Four Seasons qui a ouvert aux Maldives et que... on connaît Four Seasons, on sait que c'est aux Maldives, on sait que ça va être bien, on peut le vendre. On n'est pas obligé d'attendre d'y aller. Donc voilà, je pense que le worldwide, la part de contribution des agences de voyage de luxe et de conciergerie, je les mets les deux dans le même panier, ça doit être considérable. Et je pense considérable? Je pense que ça doit être plus de la moitié. Ah, j'allais te dire 40%. Tu penses, toi, c'est 60%? Ouais, peut-être entre 50 et 60. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais, c'est tellement... En fait, je vois tellement ça peut être vraiment une bonne moitié, quoi. Ouais, franchement. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est... Toi, quand t'es totalement en dehors de ça, tu te rends pas du tout compte, en fait, de ce... de ce business model, de ce business model, en fait, tu te dis jamais qu'un hôtel va faire la moitié de son chiffre d'affaires, de son volume d'affaires sur du dans B2. le luxe. Ça vous est déjà arrivé de faire fermer des endroits iconiques à Paris ou en France, genre le Vélodrome à Marseille, le Parc des Princes, j'en sais rien, des trucs comme ça. Le Louvre. Le Louvre? Ouais. En entier? Non. Si, en entier. En fait, on l'a pas fait fermer, on l'a fait réouvrir. Donc il est de 19h à 23h. Il avait le Louvre pour lui tout seul, avec sa femme. Tout le Louvre, tout ce qu'il voulait. Mais il n'a pas le temps d'aller partout. Non, il a fait ce qu'il voulait. Dîner étoilé, qu'on avait dressé une table. Où ça? Dans quelle partie? Je me rappelle plus, je peux pas te dire. Devant la Joconde. Avec la Joconde. Non, je crois que c'était dans la partie égyptienne. Énorme. Ouais. Oh, c'est dingue. Ouais. Donc on fait ça, on fait... il y a plein de choses que l'argent n'achète pas, hein, qu'on soit très clair. Comme ça, par exemple. C'est pas une question d'argent, c'est une question de bonne relation avec les gens
qu'on connaît au Louvre, quoi. Ça coûte combien de faire fermer le Louvre, de faire réouvrir le Louvre after hours? Donne-moi au moins une fourchette. 20 000 euros, C'est pas possible. je te jure. C'est impossible. 4 heures. Avec une seule personne dedans, C'est impossible. je te jure. C'est pas une question d'argent. Et alors, donc plein de gens le font. Non, parce qu'on peut pas le faire à tout le monde et on peut pas le faire tout le temps. Donc c'est vraiment juste avoir le bon contact au Louvre. Ouais. C'est quoi la demande la plus chère que vous ayez faite, la mission la plus chère que vous ayez faite? Alors celle-là, elle est bien. Vas-y. Je pense que tout le monde a en tête quand le prince d'Arabie Saoudite est venu à Cannes, sur les plages d'Antibes, où il a fait fermer les plages. Oui, ça me dit quelque chose. C'était nous. On a eu une demande mi-avril d'un agent, justement, saoudien, qui connaissait mon père, qu'il avait rencontré, et qui lui a dit on a un problème, le prince veut venir je crois que c'était début juin. On a 2 mois et demi, on a loué une bâtisse qui était un ancien hôtel. Il faut le transformer en palais royal, en 2 mois et demi, et descendre et C'est opérer. Mission Cléopâtre, en fait, Opérer. l'histoire que tu es en train de me raconter. Ouais, vraiment. Mais Mon c'est père, parce c'était que numéro deux- 10. deux mois avec combien de temps de Avec retard? combien de temps de retard Et donc en fait, Mon père, c'était numéro. mon père c'est numéro 10. Et donc il y avait le colonel à mon beau-fils d'ailleurs. Il y avait le colonel de l'armée générale qui était devenu donc, du coup très proche avec mon père parce qu'ils ont dû travailler de consort pendant presque 2 mois et demi. Et figure-toi qu'on a fait il y avait plus de 200 personnes employées pour tous nos collaborateurs sont Sur le descendus chantier? sur le Wow. chantier. 200 personnes. Non, le chantier je t'en parle pas. Mais quand il est arrivé pour run tout ce qu'on avait fait, L'événement? pour run l'événement Oh, pendant 2 semaines et demie. Donc ça, t'emploies des freelances, mais comment, ne on- serait-ce que t'as le temps de recruter des freelances pour Bah, en opérer ce fait, truc? on est à Cannes, donc c'est quand même une région c'est de, fait pour, ouais. de saisonniers. Ouais, mais pas que saisonnier. En plus, c'est aussi, t'as plein d'agences qui vont déployer sûr, des Bien freelances. sûr, ça c'était pas vraiment important. C'était à quel point ils sont formés, comment ils vont être d'accord pour travailler comme ça, pour ça et tout ça. Et au final, ça s'était très très bien passé. Il y a une petite anecdote dans ce truc-là qui a été tout s'est très bien passé. Il a été ravi et on a réussi à transformer cet hôtel abandonné en palais pendant non, il restait plus de 2 semaines. Il restait un mois et demi. C'est que il a dit je veux des télés dans toutes les chambres. Donc mon père il est allé, il a pris Darty, la Fnac, tout, il a tout fait, il a acheté toutes les télés, les dernières, c'est quand les télés Samsung incurvées ils sont sortis. Et donc il a mis des télés partout. Et quand le prince est arrivé, il a dit mais c'est quoi ce truc incurvé et tout, moi je veux des télés plates. Et donc en 24 heures, il a fallu changer toutes les télés, 47 télés, remplacées en télé plate. Ouais. Et qu'est-ce que t'as fait des télés incurvées? Ah bah, on en a 78 au bureau. Non, on les a donnés à des œuvres caritatives Ok. à la mairie. C'est bien. Voilà. Donc ça, typiquement, ça impute sur votre marge. Non, il les a non, payés. de il toute les façon. paye. Ok. Ah oui, bien sûr, t'inquiète pas. Non, bah non. C'était combien toute cette opération? Plus de 5 millions d'euros. Ça, c'était quand? C'était il y a 2 ans? Non, c'était il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans. Oh là là, incroyable. En 2017. 2017, ok. Dernière question avant qu'on se finalement fasse virer de ce studio. Il y a eu des grosses opérations qui ont tourné au vinaigre. Ça arrive parce que parfois c'est indépendant de ta volonté, j'imagine. Bien sûr. J'ai eu un gros gate où on avait mal compris la demande d'un client russe à l'époque. C'était il y a longtemps aussi. Ils voulaient des pans et vous avez fait venir des... Pourquoi tu parles de pan? Comme ça. Non, Ok, d'accord. pas du tout. Je suis Non. pas du tout con. Non. Donc, Comment en fait... ça, pan? Qui a dit pan? Non, il n'y a pas Il pan. n'y a pas pan. Personne Pan. n'a parlé de pan. Non. Personne n'a parlé de pan. Non, par contre, il a demandé deux Mercedes classe S blindées à son arrivée à Paris. Conduite par des kangourous. Et c'est là que ça se... Blindées, d'accord. Classe S blindée à Paris, d'accord. Il était là pour 2 semaines. Et quand il arrive, on dit à son assistant, vous les rendez. Dans 2 semaines, il faut que vous nous les rendiez là. Et il a dit, mais comment ça, on va les rendre? Je dis, bah, on a loué 2 Mercedes classe S blindées. Vous allez nous les rendre quand vous partez, quand vous reprenez l'avion. Je dis, non, on les achète, nous. Je dis, mais vous êtes là pendant 2 semaines. Bah oui, mais c'est votre faute, vous n'avez pas compris. Vous me trouvez un parking. Vous trouvez 2 classes S qu'on achète là, blindées. Donc ça a été catastrophique parce que en Bah, 24, ça existe pas. ça existe, on l'a fait, mais on a mis un peu plus de 24 heures. Et donc on a eu une mauvaise relation avec lui parce qu'on a mal compris la demande. On Ça pensait coûte qu'il combien allait une louer. Mercedes classe S blindée? Je sais même pas te dire. Mais genre quoi? Je sais pas, 300 000 quoi, 400 000. Ah ouais. Mais surtout dans l'urgence comme ça. Mais tu l'achètes et puis après quoi? Il le met au parking pour s'il revient un jour? On sait même pas. J'avoue, Ouais. J'avoue que quand mon père a réussi à trouver ça, c'était le cadet de ses soucis de savoir ce qu'il allait faire avec la mère. Quoi, après. Oui, il a dû la ramener, j'en sais rien. C'est les niveaux. En plus, c'est des sommes d'argent qui font que vraiment tu dois
Il n'y a pas de jour, de nuit, de week-end. En fait, tu dois répondre à la demande de ton client, quoi. C'est le principe. Le truc, c'est que dans ces demandes-là, oui, on fait un peu de marge, mais c'est pas les meilleurs trucs pour nous. Parce que dans l'urgence, il y a tellement d'interlocuteurs que tu parles, que ta marge, elle s'amoindrit au fur et à mesure de l'urgence. Surtout, ta marge, c'est finalement que le mec te fournisse ce dont tu as besoin en un temps record. Donc en fait, c'est ça ta marge. C'est ça, tu vois. Et donc, c'est ça ta commission, pardon. Donc moi, quand on me demande un truc impossible en hôtellerie ou en restauration, là, je peux marger parce que je suis en direct avec le partenaire et que voilà, je sais comment faire réouvrir une suite qui est fermée, je sais comment supplier un general manager d'un hôtel ou même le CEO d'un gros groupe. Oui, parce que tu sais aussi que plus tard, finalement, tu vas continuer de lui apporter du business, donc lui, il a bien intérêt finalement. Mais quand c'est du one-shot avec des gens avec qui t'es pas réamené à bosser, peu de marge, en final. On va gagner un peu d'argent. Ta marge, c'est le fait qu'il te le fasse vite, quoi. Très rapidement, ce que tu préfères, ce que t'aimes le moins dans ton métier? J'adore mon équipe. J'adore me réveiller tous les jours avec le smile et créer de la valeur avec tout le monde. Je vois que eux s'éclatent, donc ça m'éclate. Donc toute cette partie familiale de cette boîte familiale, je suis comme un fou tous les matins. Donc génial. Ça c'est vraiment top. Ce que j'aime le moins, c'est à peu près la même chose en fait. C'est le RH du coup. Mais voilà. Gestion des problèmes au quotidien sur l'interne. Ça c'est toi qui gères tout le monde en interne, c'est ton rôle. J'ai vraiment un rôle de. J'ai pas un de rôle rôle de DG opérationnel. finalement. Exactement. J'ai pas de rôle opérationnel sur l'activité. J'ai plus un rôle transverse sur toutes les marques, une stratégie de RH, d'admin, de directeur général plus stratégique qu'opérationnel. Et donc je m'occupe de tout ça. Et donc ces personnes qui travaillent avec moi, qui travaillent avec mon père depuis très longtemps, dans lequel je suis très proche, je dois être un arbitre parmi ce qu'ils me demandent. Et parfois c'est compliqué. Tu dois trancher, avoir le mauvais rôle parfois. Est-ce qu'il y a un cliché qu'on te dit tout le temps sur ce métier de conciergerie de luxe? En fait, le cliché ultime, c'est tu voyages beaucoup, tu dois voir des trucs de fou et tout. Nous, on a la chance de voyager en tant que chef d'entreprise et on fait voyager nos équipes. Mais en général, les collaborateurs, malheureusement, ils ne voyagent pas beaucoup. C'est nos clients qui voyagent. Donc, le gros cliché, c'est de dire qu'on a la même vie que nos que vos clients, alors que non, pas du tout. Pas du tout. Pas encore. Vous la touchez de près, mais c'est tout, quoi. Ok. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de devenir concierge de luxe, de monter sa conciergerie de luxe, qu'est-ce que tu lui recommandes? Je lui dirais que d'être concierge de luxe, c'est d'offrir du temps à des gens qui n'en ont pas. Et donc, si tu es prêt à sacrifier ton temps personnel pour créer de la valeur pour tes clients, c'est un métier de rêve pour toi. Et si c'est pas le cas, ça va être très compliqué. Je dis pas que c'est pas possible, mais ça va être très compliqué. Toi, c'est ton cas ou ça a été ton cas avant bien que tu sois peut-être... Bien sûr, encore aujourd'hui, mais je sais pas parce que je suis pas... Tu travailles tout le temps? Ouais. Après, c'est ta boîte. Ouais, c'est ma boîte. J'ai pas de. Moi, j'ai la chance de pouvoir partir quand je veux, si je veux. Maintenant, en vacances, il y a enfin, j'arrête jamais. J'ai jamais mis de mail out of the office. Quoi. Ruben, merci beaucoup, c'était trop bien. Si vous êtes nouveau, restez, abonnez-vous à Combien ça gagne, on s'amuse comme des fous. Abonnez-vous. Abonnez-vous. On met My Concierge, My Agency, on mettra tous les liens, etc. pour te retrouver, peut-être ton profil LinkedIn. Avec plaisir. Ruben Habitbol se trouvera très facilement. Mon Insta aussi. Ton Insta, bien sûr. Je fais des super vidéos maintenant. Oui, c'est vrai. Ruben est influenceur aussi, mais bon, on en parlera dans un prochain épisode. Allez, salut, ciao, merci beaucoup.